Bonjour à tous. Hop. C'est toujours intéressant de passer en dernier, de voir que chacun a ses petites recettes personnelles dans chaque centre, et c'est hyper intéressant de discuter de tout ça. Hop là. Donc je fais un bref rappel, ça tout le monde le sait. Donc l'amylose cardiaque, ou plutôt les amyloses cardiaques, font partie des cardiopathies infiltratives les plus fréquentes et font partie du groupe des CMH selon les recommandations OSC. Elles représentent environ 5 à 10% des CMH et elles sont très sous-diagnostiquées toujours de nos jours. Elles sont dues à des dépôts de protéines au sein des différentes structures cardiaques. Et donc, comme on le verra, nous, on s'intéressera aux voies de conduction, comme on l'a vu aussi avec Vincent. C'est une maladie létale avec une espérance de vie variable entre les différents types d'amylose qui peut varier de quelques mois à plusieurs années. Donc cette slide montre bien que l'amylose est une maladie grave, surtout l'amylose AL, l'amylose cardiaque AL, avec 50% de décès à 2 ans chez des patients qui sont traités. Et l'amylose à transthyrétine, qui est la plus fréquente, reste quand même une maladie grave, puisque au bout de 2 ans, on a environ 25% de décès. De quoi meurent les amyloses? Ça, on le sait, les amyloses cardiaques meurent essentiellement de causes cardiaques, mais elles meurent aussi de causes extracardiaques, comme les infections, essentiellement dans les amyloses AL. Et les décès d'origine cardiaque sont essentiellement dus à de l'insuffisance cardiaque dans 70% du temps, mais aussi à des morts subites. Et on va s'intéresser aux morts subites, qui représentent environ 20% des causes de décès dans l'amylose cardiaque. Ça, c'était connu depuis de très nombreuses années, déjà dans les années 90, dans cette cohorte de 100 patients qui ont été suivis, où on voyait qu'il y avait environ 70% de patients qui mouraient de causes cardiaques, dont la moitié mouraient de mort subite. Et donc, dans les causes de mort subite, on a bien sûr les troubles conductifs dont on a parlé tout à l'heure, on a aussi les arythmies ventriculaires et on a la dissociation électromécanique. L'incidence des troubles du rythme ventriculaire, la littérature est très peu riche sur ce thème. On a environ uniquement 20 publications sur les 10 dernières années. Et c'est un mécanisme qui est très débattu jusqu'il y a encore dans les années 2010. On y est encore, mais il y a encore une dizaine d'années, beaucoup de papiers étaient persuadés que les patients mouraient de dissociation électromécanique et que les troubles du rythme ventriculaire étaient extrêmement rares. Mais souvent, comme on a vu tout à l'heure, la dissociation électromécanique, c'est l'étape ultime qui cache un potentiel trouble du rythme ventriculaire ou un trouble conductif au préalable et qui est souvent sous-diagnostiqué. Là, c'était pour vous montrer un cas clinique, un vrai cas dans notre centre, c'était il y a 1 an. Madame D, 54 ans, une amylose AL stade 3B de la Mayo Clinique, qu'on avait appareillé d'un DAI en prévention secondaire, en prévention primaire, excusez-moi, qui était à sa 3e cure de VCD, qui était plutôt stable, avec une atteinte tout de même sévère, du BNP très élevé et de la tropo élevée, mais qui était stable sur le plan congestif, qui n'avait jamais fait de trouble du rythme. Et le 17 avril, on nous appelle pour nous dire que malheureusement, elle est décédée chez elle. Donc on a regardé la télécardio et donc, très simplement, on a mis en évidence qu'elle avait fait une fibrillation ventriculaire, qui avait été premièrement choquée de manière efficace et que malheureusement elle est rentrée dans un orage rythmique dans lequel elle a continué à faire de la fibrillation ventriculaire. Et après cet épisode-là, elle est passée en dissociation électromécanique. Et c'est souvent ce qu'on voit au final, quand on arrive sur le lieu du décès, on voit que le patient est en dissociation électromécanique, mais avant il pouvait y avoir des troubles du rythme ventriculaire. Revue de la littérature. Donc, la littérature est très peu riche sur les troubles du rythme ventriculaire. C'est essentiellement des cas cliniques qui sont rapportés dans la littérature. Donc là, je vous ai rapporté une dizaine de cas cliniques que j'ai trouvés. J'ai pas trouvé plus et c'est souvent un patient. Donc on voit que c'est des patients qui ont aux alentours de 50 ans, qui ont été appareillés, souvent dans des amyloses AL, il faut le dire. Ce qui est intéressant, c'est que la durée de survie avec le défibrillateur est quand même très variable et assez faible, puisqu'elle varie environ d'une dizaine de jours à parfois 3 ans. Donc on voit que c'est des patients graves qui décèdent tout de même. Là, c'est un cas clinique d'une amylose cardiaque AL dont le mode de découverte a été une tachycardie ventriculaire. Que dit la littérature sur l'incidence des troubles du rythme ventriculaire? Je n'ai pas trouvé grand-chose. Donc, il y a des patients, l'étude de Palladini en 2001 chez des patients porteurs d'amylose cardiaque AL, chez qui ils avaient mis des holters.
et qui montrait quand même que l'incidence des tachycardies ventriculaires était assez élevée, puisqu'il retrouvait 18%. Alors c'est des toutes petites cohortes, hein, à chaque fois c'est une cinquantaine de patients, mais on retrouvait 18% de patients qui faisaient de la tachycardie ventriculaire. Tachycardie ventriculaire, ça veut tout et rien dire. Dedans, il y avait les tachycardies ventriculaires non soutenues. Donc au-delà de 3 battements de 3 QRS, on est par définition en TVNS. On sait que la diminution du débit cardiaque, et souvent il y a une diminution du débit cardiaque via l'incompétence chronotrope, via des troubles de la conduction, via des troubles du rythme atriaux, est fortement associée à la survenue de troubles du rythme ventriculaire, mais ceci est bien sûr valable pour l'ensemble des cardiopathies. Donc en fait, le mécanisme de mort subite de ces patients ne sont donc plus uniquement liés à des dissociations électromécaniques comme cela a été suggéré dans le passé, mais aussi, et on l'a vu avec l'ensemble des cas cliniques, il y a aussi des troubles du rythme ventriculaire chez ces patients. Ça, c'est l'étude de Sayed qu'avait montré Vincent. Ça, c'est des patients qui ont une amylose cardiaque AL, qui faisaient des symptômes à type de lipothymie ou de syncope, qui ont été appareillés d'un holter implantable et qui ont été suivis. Et on voit que par contre, sur cette cohorte de 20 patients, qui est une cohorte très faible, uniquement un patient faisait des troubles du rythme ventriculaire au décours de BAV complet. On voit aussi que ces patients avaient un taux de survie qui était très faible, puisque ils avaient un taux de survie compris entre 10 jours et même pas un an. La physiopathologie des troubles du rythme ventriculaire, elle est moins bien définie que dans les autres cardiopathies. On sait que dans les cardiopathies ischémiques, il y a des zones de scar, des zones de fibrose qui vont permettre des mécanismes de réentrée, qui vont permettre l'émergence de circuits de tachycardie ventriculaire. Dans l'amylose cardiaque, c'est probablement un mécanisme qui est mixte, avec présence d'ischémie secondaire à une infiltration amyloïde périvasculaire, notamment dans l'amylose AL, ce qui explique l'élévation constante de la troponine. Et on a aussi un mécanisme d'inflammation cellulaire. Et donc la séparation des cardiomyocytes par les myofibrilles amyloïdes expliquerait les troubles conductifs et les troubles du rythme ventriculaire. On voit très bien que en vert, c'est les myofibrilles d'amyloïdes, enfin les fibrilles amyloïdes, qui entourent les cardiomyocytes, et ce qui va permettre des zones d'émergence de circuits de réentrée ou de micro-réentrée. Donc comment prévenir ces troubles du rythme et la mort subite? Premièrement, le plus simple, le traitement médical. Les bêta-bloquants, on en a longuement parlé, on les utilise peu, voire contre-indiqués, mais voilà, il faut différencier la phase aiguë d'un trouble du rythme et la maladie chronique. Et je pense que à la phase aiguë d'un orage rythmique, on peut se permettre d'utiliser des bêta-bloquants avec un risque de troubles conductifs et d'effets inotropes négatifs, mais on peut se permettre. Les antiarythmiques de classe 1 sont contre-indiqués dans toute cardiopathie. Et enfin, il ne reste que l'amiodarone qui marche généralement sur tout, mais dont l'efficacité est incertaine. Mais au final, c'est le seul antiarythmique qu'il faut utiliser. Les traitements invasifs, on va discuter du défibrillateur bien sûr, parce que ça pose beaucoup de questions, vu la discussion avec les pacemakers, je pense qu'il y en aura encore plus avec le défibrillateur. Donc peut-être, on le verra. La live vest, hors indication dans cette indication, mais possible en cas de projet de greffe. Nous, on a quelques patients jeunes qu'on greffe dans le cadre d'amylose AL, à qui on met une live vest dans l'indication d'attente de greffe cardiaque. La SVP, il n'y a aucune étude pour stratifier le risque de troubles du rythme ventriculaire. Et voilà, il ne faut pas oublier que c'est une maladie infiltrative évolutive dans le temps. Et voilà, encore une fois, est-ce qu'il faut répéter les SVP dans le temps? Mais souvent, c'est des patients qui sont... Le temps est très compté, on va dire. Et enfin, l'ablation, il y a l'ablation de tachycardie ventriculaire. Il n'y a pas d'études sur ça. Malheureusement, quand le patient est en orage rythmique, c'est souvent trop tard. Efficacité du DAI, oui, non. Donc il y a 5 études qui ont quand même été publiées, toutes récentes. La première étude, c'était l'étude de Christen, qui lui favorise plutôt la dissociation électromécanique comme élément de la mort chez les patients plutôt que les troubles du rythme ventriculaire. Mais il avait quand même appareillé 19 patients dans le cadre d'une amylose AL. Donc encore une fois, c'est des toutes petites études. Toutes ont été en prévention primaire. Et il avait 10% de thérapie appropriée, avec 50% de suivi post-thérapie. On ne va pas toutes les détailler, mais on voit que déjà, premièrement, c'est des petites cohortes, c'est des études observationnelles, bien sûr, mais ce qu'on voit, c'est que, à première vue, oui, le défibrillateur servira à quelque chose, parce que même si c'est des toutes petites cohortes, dans la première étude, on a 26% de thérapie appropriée, dans la deuxième, 30%, dans la troisième, 11%, 27% et 27%. Donc au final, là, ça confirme que ces patients font des troubles du rythme ventriculaire et ça confirme que le défibrillateur
marche dans l'amylose cardiaque et qui traite le patient. Mais cependant, quand on regarde la suivi post-thérapie, on voit que cette survie n'est pas de 100% et que malheureusement, beaucoup de patients décèdent malgré la présence d'un défibrillateur. Donc au total, on a plusieurs études qui montrent que le défibrillateur, ça sert pour prévenir la mort subite, mais par contre, il n'y a aucune étude qui a démontré d'amélioration de la survie dans le temps chez les patients appareillés d'un DAI. L'étude de Lin en 2013 montrait bien qu'il n'y avait aucune différence significative entre les patients porteurs d'un défibrillateur et les patients non porteurs d'un défibrillateur sur le critère de survie au long cours. Et c'était la même chose dans l'étude de David Amand à Créteil. Ça, c'est des données personnelles de patients qui ont toute amylose confondue, tout stade d'amylose confondu, qui ont été appareillés d'un défibrillateur ou d'un pacemaker. Et on voit que dans le temps, généralement, on appareille les patients les plus graves. Et donc, par définition, les patients les plus graves ne meurent pas que de mort subite, ils meurent aussi d'insuffisance cardiaque. Et que, malheureusement, la présence d'un défibrillateur ou d'un pacemaker n'améliorait pas la survie au long cours, mais avec un score de propension montrait que le défibrillateur ou le pacemaker n'était pas délétère tout de même et que ce n'était pas lui qui était responsable du décès des patients. Par conséquent, faut-il implanter un défibrillateur chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque ? Que disent les guidelines ? Il existe des guidelines. Les guidelines européennes sur l'amylose cardiaque stipulent que, avec un niveau de classe 2A et un niveau de recommandation C, un défibrillateur pourrait être considéré chez les patients porteurs d'une amylose cardiaque AL ou à transthyrétine qui ont une instabilité hémodynamique secondaire à des troubles du rythme ventriculaire et avec une espérance de vie supérieure à 1 an. Donc ça ne fait pas beaucoup de patients. Et c'est fait même une niche très faible puisque ces patients-là, généralement, ont une espérance de vie qui est inférieure à 1 an. Les recommandations américaines, c'est un peu plus vieux, c'était en 2013, c'est un peu plus ceinture-bretelle. Si j'ai une amylose cardiaque et que je fais une syncope, quelle que soit ma FEVG, un défibrillateur peut être considéré. Et pareil, si un patient est porteur d'une amylose cardiaque avec de l'insuffisance cardiaque, le défibrillateur peut être considéré. Il existe quelques algorithmes d'indication de défibrillateur, j'en ai trouvé 2. C'est dans l'amylose AL. Il se base essentiellement déjà sur l'espérance de vie. Si l'espérance de vie est inférieure à 1 an, l'indication d'un défibrillateur n'est pas recommandée. C'est très difficile de savoir si le patient vivra plus d'1 an, mais c'est sûr que les patients qui ont un stade Mayo Clinique 3, voilà, l'espérance de vie est plus faible. Ils se basent donc sur l'espérance de vie sur le NT-proBNP. Plus le NT-proBNP est élevé, plus ils n'iront pas vers le défibrillateur, et ils se basent aussi sur la classe NYHA. Donc en conclusion, l'amylose cardiaque est une pathologie très sévère, comme on le sait tous, avec au pronostic sombre. Les troubles du rythme ventriculaire sont maintenant bien décrits dans cette pathologie avec mise en jeu du pronostic vital, et c'est souvent un enchaînement d'insuffisance cardiaque qui entraîne des troubles du rythme ventriculaire, et à la fin, ça se termine par une dissociation électromécanique. La présence d'un défibrillateur diminue le risque de mort subite, mais n'est pas associée à une amélioration de la survie au long cours. Par conséquent, l'indication du défibrillateur reste donc très débattue. L'espérance de vie est souvent inférieure à 1 an dans les amyloses AL. Il ne faut pas oublier qu'il y a un contexte de santé publique avec un coût important des défibrillateurs. Un risque de complications, on en a discuté, chez des patients qui sont souvent anticoagulés, avec un risque d'hématome, un risque d'infection, et aussi au moment de l'implantation sur les défibrillateurs, dû au fibrille amyloïde, on a des détections sur la sonde de défibrillation qui sont généralement très faibles, et donc voilà, un risque de choc inapproprié. Donc il s'agit d'une discussion au cas par cas. Parfois on le fait en RCP amylose, nous, avec un intérêt de la surveillance télémétrée pendant la chimiothérapie, parce que c'est vraiment un moment où ils font beaucoup de troubles du rythme, et une surveillance par des holters ECG. Souvent il y a une double indication. S'il y a une indication de pacing, et les patients sont souvent jeunes, ils ont souvent 50 ans, dans l'amylose AL je parle, et on n'hésite pas à mettre pacing plus défibrillateur. Et je pense qu'il faut plutôt mettre un DAI endocavitaire pour l'incompétence chronotrope essentiellement et la prévention des troubles conductifs plutôt qu'un DEF sous-cutané. Et enfin, une nécessité dans le futur de trouver les bons critères de sélection chez les patients à implanter, car certains en bénéficient réellement. Pourquoi pas trouver un score calculateur de risque d'événements rythmiques, comme dans la CMH sarcomérique,
Car en effet, l'utilisation d'un seul critère prédictif comme la FEVG dans le cas de la cardiopathie ischémique n'est absolument pas suffisant dans cette pathologie pour sélectionner les bons patients. Je vous remercie. Merci pour cette belle présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une? J'aurais peut-être juste un tout petit commentaire. Toi, la manière dont tu le présentes, on a l'impression, t'as l'impression quand même que la mort subite rythmique pour toi est un vrai problème. Moi, j'ai l'impression, à la vue de ton topo, qu'on se situe un peu comme dans la littérature qu'on avait dans le post-infarctus immédiat. On a la conjonction d'une situation où on est à haut risque d'événements ventriculaires, d'arythmie ventriculaire, et en même temps qu'on n'arrive pas à mettre en évidence d'amélioration de survie avec un outil qui traite les arythmies ventriculaires. Et donc après, c'est toute la discussion autour de ce truc-là. Est-ce que la problématique, c'est le risque compétitif avec des patients qui sont trop graves par ailleurs? Est-ce que l'événement ventriculaire survient alors qu'il y a déjà eu un événement hémodynamique qui fait que finalement, quand on traite cet événement rythmique de manière pure, il y a rien. Mais j'ai l'impression qu'on se rattache pas mal à la littérature. Je ne sais pas ce que tu en penses du post-infarctus, où on a eu un peu cette problématique-là avec des études qui sont très régulièrement cassées le nez à démontrer l'intérêt de la défibrillation dans cette population. Non, je suis complètement d'accord. Enfin, il faut rappeler que les études dans le post-infarctus et dans la CMD non ischémique surtout, enfin, il y a eu quand même énormément d'études puis on revient vers le contre dans la défibrillation. Donc on est un peu à tâtons, on va dire. Mais effectivement, on se repose essentiellement sur cette littérature qui est faible déjà, et sur des cas cliniques et sur des cohortes qui sont extrêmement faibles. Et voilà, il ne faut pas oublier que c'est une maladie grave, multifactorielle, et qu'il ne faut pas prendre en compte que le risque rythmique. Malheureusement, l'insuffisance cardiaque, tout ce qui est en dehors de ça favorise les troubles du rythme, et c'est pas parce qu'on a un défibrillateur qu'on va être sauvé par cet appareil en clair.